Bonsoir à tous, bienvenue sur C8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je poursuis la lecture du roman Le Bachelier de Jules Vallès. Ce roman de Jules Vallès a été publié en feuilleton sous le titre Mémoire d'un révolté de janvier à mai 1879. Il a été publié la même année en volume dans une version modifiée sous le titre de Jacques Vintras de Le Bachelier. Et en fait, Le Bachelier est le second volet de la trilogie de Jacques Vintras. Et les deux autres épisodes ont pour titre L'Enfant et L'Insurgé. Et comme le dit Jules Vallès, ce livre est dédié à ceux qui, nourris de grec et de latin, sont morts de faim. Je poursuis donc cette lecture et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci. On m'a battue pendant toute mon enfance. Cela m'a durci la peau et les os. Point le cœur, je ne pense pas. Mais je trouve je ne sais quelle joie féroce à m'aligner avec les fanfarons de vigueur. Et ceux qui ont eu la folie de me provoquer, je crie. Mais vous ne savez donc pas que j'ai dû me laisser rosser pendant 10 ans, que les commandements de Dieu et de l'Église le voulaient. Je m'en serais bien moquée, mais si j'avais crié trop fort, on aurait destitué papa. Allons, rangez-vous, que je le corrige. Ce fou qui me cherche querelle, à moi, l'échappée des mains paternelles. J'ai 10 ans de colère dans les nerfs, du sang de paysan dans les veines, l'instinct de révolte. Je ne voudrais pas être méchant, mais j'ai à faire sortir les coups que j'ai reçus. Ne me touchez pas, prenez garde, laissez-moi, vous dis-je, j'ai trop d'avantages sur vous. Ah, autant je suis brutale, avec qui effleure ma douleur ou ma fierté, avec qui veut prendre la succession du père Vintras pour le coup de poing, autant je suis humble et routinier avec les camarades. J'ai nommé Matoussin le chef de notre clan. Et sans être enthousiaste de lui tout en le blaguant à part moi, je le suis comme un séide. J'ai lu qu'il fallait s'entendre, être un cénacle. Je l'ai lu dans Murger, comme dans Dumas, et j'ai accepté le rôle de Porthos des mousquetaires, presque le rôle de Baptiste dans La vie de Bohème. Parce que je suis nouveau, parce que mon enfance n'a rien vu, parce que je me sens gauche et ignorant. Non pas comme un provincial, mais comme un prisonnier évadé, comme un martyrisé qui étire ses membres. J'ai pris parti derrière Matoussin et les autres dans la grande guerre entre calicots et étudiants. Il paraît qu'il faut tomber sur les calicots, que les calicots sont des bourgeois et des réacs. Et je tombe dessus. Je dépense là mon énergie et je mets ma gloire à passer pour l'Hercule de la bande. Je ne fais rien, paresse dont je rends mon éducation responsable. Il faut que je batte l'air de mes bras quelque temps encore, avant de pouvoir enfiler mon vrai chemin et appliquer au travail ma tête trop calottée. Je ne fais rien. Pardon, je gagne 10 ou 5 fois par semaine. Je donne une leçon à un fils de portier. J'ai ainsi, avec mes 40 francs mensuels, 12 francs 50 centimes par semaine. Je ne dépense pas un radis de plus. Chapitre 5, l'habit vert. Un camarade m'a conduit dans une crèmerie où se trouve une fille dont tout un cénacle est amoureux. Elle est en effet bien jolie, cette brune à tête de juive, et je n'ai jamais éprouvé à côté de femmes, de professeurs ou de grisettes une impression pareille à celle que m'a donnée le froissement de sa jupe. Puis elle me regarde d'un œil si gai, avec un sourire qui montre de si belles dents blanches. Elle me regarde encore, toujours, avec une persistance qui commence à me flatter. Ai-je le charme, décidément? Elle rit. Voilà qu'elle éclate. Pardon, monsieur. Je vous demande bien pardon. C'est que vous avez l'air si drôle avec votre habit vert et votre gilet jaune. Et elle repart d'un rire fou, qui lui fait venir les larmes aux yeux et serrer les genoux. Moi, je ressemble à une poupée de coiffeur, à une figure mécanique. Je me retourne sur ma chaise du mouvement d'un empalé qui peut encore rouler les yeux. Mais en est au dernier frémissement. Je fais aller mes prunelles à droite, à gauche, une, deux.
sans oser les fixer sur rien ni personne. Il me passe dans le cerveau l'idée que je suis un jeu de foire, où l'on envoie des palets, une boule, et j'ai l'air de dire « viser dans le mille ». Enfin, la gaieté de la demoiselle s'est calmée, et elle vient me retirer de ma chaise, comme on désempale un mannequin qui garde, un moment encore, quelque chose de raide et de presque indécent. Vous ne m'en voulez pas trop, n'est-ce pas? C'était plus fort que moi. Elle met un peu de honte joyeuse dans sa voix, et me prenant les doigts dans les siens, une poignée de main, une bonne poignée de main pour me prouver que vous n'êtes pas fâché. Je ne suis pas encore bien dérédie, et je procède par signes pour indiquer mes intentions de marionnette indulgente. J'avance et retire ma main. Je fais oui avec ma tête. Comme l'infâme Golo, au théâtre des marionnettes à la foire au pain d'épices. C'est mon habit et mon gilet qui m'ont valu cela. Un habit et un gilet flambant neufs, qui me sont arrivés de Nantes ce matin, dans une malle expédiée par ma mère. Moi qui croyais que j'avais l'air très comme il faut avec ce costume, le collet m'inquiétait bien à tantiner. Il me semblait qu'il montait beaucoup pour l'époque. Le gilet me paraissait de quelques doigts trop long, mais je me rappelais les théories du cossu, si souvent exprimées par ma mère, et j'étais sortie, point faro, point fat, point avec l'intention d'humilier les autres, mais avec la pointe d'orgueil qui est permise à un jeune homme bien élevé, qui étrenne une jolie toilette. C'est la faute de ma glace, sans doute, une glace de 4 sous où l'on ne se voit pas. Si j'avais pu me voir, je n'ai pas mauvais goût, allons. Je sais bien ce qui est coquet et ce qui ne l'est pas. En attendant, j'ai été ridicule jusqu'à la racine des cheveux. J'ai envie d'aller me jeter à l'eau, de quitter la France. Si c'était un homme qui s'était moqué de moi, je le souffletterais. Un duel. Mais pas un de ceux qui étaient là ne m'a insulté. D'ailleurs, comme je roulais les yeux pour ne pas regarder, je n'ai pu rien voir. Je vais donc me jeter à l'eau ou quitter la France. Me jeter à l'eau? Disons plutôt adieu à la patrie. Et encore, non. J'ai l'air de fuir la conscription, de me refuser à payer l'impôt du sang. C'est mal. Je m'endors là-dessus. Je suis réveillée par le facteur. Une lettre, monsieur Vintra. En croirais-je mes yeux? Avec ma Toussaint, j'ai tellement pris l'habitude de la solennité qu'au lieu de dire « Bah, est-ce possible ?» je dis quelquefois « En croirais-je mes yeux ?» Voyons cette lettre. Hôtel des 4 Nations. Cher monsieur, je suis encore toute honteuse de moi. Si honteuse, j'ai peur de vous avoir blessé. Je ne serai tranquille que quand vous m'aurez dit, sans être gênée par votre bel habit, que vous avez vu là une gaieté de jeune fille, et voilà tout. Faites-moi donc l'amitié, pour me montrer que vous ne me gardez pas rancune, de venir nous revoir ce soir à 5 heures. Nous sommes seuls avec maman, il n'y a pas encore de pensionnaire, et il me sera plus facile de vous demander pardon. Vous dînerez ensuite avec nous, et c'est moi qui vous invite pour ma pénitence. Alexandrine Mouton. Elle a été charmante. Je regretterais bien maintenant que ma mère ne m'ait pas envoyé cet habit vert et ce gilet jaune. L'hôtel Mouton, qui va tenir une place si grande dans mon cœur, en tient une assez étroite dans la rue. Il a la façade peinte en jaune café au lait et une enseigne peinte en jaune omelette. C'est à la fois un hôtel et une crèmerie. On débite dans la salle du bas du café au lait, du chocolat, etc. Et aussi des prunes et des cerises à l'eau de vie. Mademoiselle Alexandrine, qui trône au comptoir, sert les cerises et les prunes et laisse sa mère apporter les bols et les tasses au fond de la cuisine. Au fond de cette salle, à droite, un escalier en colimaçon qui mène dans la chambre de la mère et de la fille. Oh, cette chambre! Mais tais-toi, mon cœur. Je l'aime. Comment cela est-il venu? Je ne sais plus. Je sais seulement que le soir de ce qu'elle appelait la pénitence, où pour se punir, elle voulait m'avoir à dîner, et pour se punir davantage encore, me tenir près d'elle, je sais que ce soir-là, je n'essayais pas de jouer au poète, ni au bohème, ni même au républicain. Pardonnez, mort géant. Je n'essayais pas d'avoir l'air héroïque, ni fatal, ni excentrique, ni artiste, ni rien de ce qu'on essaye de paraître quand on est près d'une femme et qu'on a 17 ans. Je parlais simplement de mon habit et de mon gilet, de mon air bête et de mon envie de me jeter à l'eau, remplacée par ma résolution de quitter la France.
Je comptais que ce n'était pas la première fois que ma mère me poussait dans la voie du suicide avec des gilets trop longs ou des collets trop... Et je la fis rire encore. Mais pas si fort que l'autre fois. Rire d'un rire doux et clair qui, à un moment, se mouilla même d'une petite larme. Une de mes histoires d'enfance avait détaché cette perle de ses yeux attendris. Oh, je m'en veux bien plus de ce que j'ai fait, dit-elle. Et elle prit ma main, comme celle d'un enfant, et la serra. Avant le dîner, on avait fait des tours de force. Et cette main-là avait courbé quelques poignets et soulevé des poids dans les coins. Maintenant, elle tremblait comme la feuille. À un moment, nos yeux se dirent ce que ne voulaient pas se dire nos lèvres. Nos doigts se quittèrent, mais nos cœurs se joignirent. Je vins là tous les soirs. J'y vins prendre mon café, puis mes repas. Un matin, j'apportai ma malle. C'est elle qu'il voulut. Je passe à l'hôtel du Père Mouton, une vie bien heureuse, entre l'amour et la politique, entre la tête brune d'Alexandrine et le buste de la liberté. La mère Mouton espère-t-elle que j'épouserai sa fille? Le Père Mouton croit-il à mon avenir? Ils me font crédit. Ils m'ont même proposé à un Russe, qui est leur locataire, comme professeur de français. Ce Russe me donne 30 francs par mois. Je ne lui apprends pas beaucoup de français, mais je lui écris en style enflammé une lettre tous les 2 jours pour une actrice des délassements dont il est fou. 40 francs et 30 francs font 70 francs partout. J'ai 70 francs. J'en donne 50 au Père Mouton, qui est content et paie encore la goutte. J'en garde 20 pour mon blanchissage, mon tabac et mes folies. Sur ces 20-là, il faut dire aussi que je porte tous les dimanches 40 sous à mon ancien petit élève, le fils du portier. Son père est mort et sans moi et son oncle, un vieux cartonnier pauvre, il serait à la charité. Je gagne ma vie, je suis aimée, et j'attends la révolution. Chapitre 6. La politique. J'aime ceux qui souffrent. Cela est le fond de ma nature, je le sens. Et malgré ma brutalité et ma paresse, je me souviens, je pense, et ma tête travaille, je lis les livres de misère. Ce qui a pris possession du grand coin de mon cœur, c'est la foi politique, le feu républicain. Nous sommes un noyau d'avancée. Nous ne nous entendons pas sur tout, mais nous sommes tous pour la révolution. 93, ce point culminant de l'histoire, la Convention, cette Iliade, nos pères, ces géants. Quand je dis que nous sommes d'accord, nous avons failli nous battre plus d'une fois. J'ai un jour appelé Robespierre un pion et Jean-Jacques à Pissefroid. Pissefroid a failli me brouiller avec toute la bande. On me passait la pionnerie de Robespierre, quitte à y revenir et à discuter ça plus tard. Mais Pissefroid appliqué à Rousseau était trop fort. Que voulais-je dire par là? Quand on lance des mots pareils, il faut les expliquer. Que signifiait Pissefroid? Eh mon Dieu, je ne suis pas médecin, mais j'ai entendu toujours appeler Pissefroid, même par la mère. Les gens qui n'étaient pas francs. Pas francs du collier, qui avait l'air sournois en dessous. Alors Jean-Jacques était en dessous. J'ai eu bien du mal à m'en tirer, et j'ai dû faire quelques excuses. J'ai dû retirer Pissefroid. Je l'ai fait à contre-cœur et pour avoir la paix. Il ne rit jamais, ce Rousseau. Il est pincé, pleurard. Il fait des phrases qui n'ont pas l'air de venir de son cœur. Il s'adresse aux Romains, comme au collège, nous nous adressions à eux dans nos devoirs. Il sent le collège à plein nez. Pissefroid, oui, c'est bien ça. Je tiens pour Voltaire. Je préfère Voltaire à Rousseau. Voltaire, crie Toussaint. Il me lance à la tête les vers d'Hugo. Ce singe de génie. Je laisse passer l'orage et maintiens mon dire, en aggravant encore mes torts. Le Voltaire qui me va, c'est pas le Voltaire des grands livres, c'est le Voltaire des contes, c'est le Voltaire gai, qui donne des chiquenaudes à Dieu, fait des risettes au diable et s'en va blaguant tout. Alors tu es un sceptique, dit Toussaint, s'écartant de 2 pas et croisant les bras en me fixant dans les 2 yeux. J'ai retiré Pissefroid pour Rousseau. Je maintiens
sceptique pour moi. Et tu te prétends révolutionnaire. Je ne prétends rien. Je prétends que Rousseau m'ennuie. Voltaire aussi, quand il prend ses grands airs. Et je n'aime pas qu'on m'ennuie. Si pour être révolutionnaire, il faut s'embêter d'abord, je donne ma démission. Je me suis déjà assez embêtée chez mes parents. Tu fais donc de la révolution pour t'amuser ? Reprend Matoussin, en jetant un regard circulaire sur toute la bande pour montrer où j'en suis tombée. Je suis collée et je balbutie mal quelques explications. Mon embarras même me sauve. Matoussin, qui a peur que je ne trouve à la fin quelque chose à répondre, me déclare qu'il sait que j'ai été plus loin que je ne voulais, que ce n'est pas moi qui traiterais la révolution comme une rigolade et qui promènerait le drapeau de nos pères, le drapeau de nos pères comme un jouet. Seulement, vois-tu, tu as la manie des contredire. Tu t'y trouves pris quelquefois, Adam, et il rit d'un air de vainqueur indulgent. On trouve généralement que je n'ai pas d'enthousiasme pour dessous. Pas d'enthousiasme. Que dites-vous là ? À l'heure où la voix du peuple paraît, je vais frémissant la détacher de la ficelle où elle pend contre les vitres du marchand de vin. Je donne mon sou et je pars heureux comme si je venais d'acheter un fusil. Ce style de Proudhon jette des flammes, autant que le soleil dans les vitres, et il me semble que je vois à travers les lignes flamboyer une baïonnette. Pas d'enthousiasme ? Ah, qu'on soulève un pavé, et vous verrez si je ne réponds pas présent à l'appel des barricadiers. Si je ne vais pas me ranger, muet et pâle, sous la bannière où il y aurait écrit « Mourir en combattant ». Pas d'enthousiasme, mais je me demande parfois si je ne suis pas au contraire un religieux à rebours, si je ne suis pas un moignon de la révolte, un petit esclave périn d'Agdaver de la révolution. Pourquoi ce frisson toujours au premier mot de rébellion ? Pourquoi cette soif de bataille et même cette soif de martyr ? Je subirai le supplice et je mourrai comme un héros, je crois, au refrain de la Marseillaise. Il trouve à l'hôtel Lisbonne que je n'ai pas la foi. Ils m'en veulent de ne pas croire aux gloires et aux livres. J'ai peur d'y croire trop encore. Il me semble qu'il se mêle à mon enthousiasme le romantisme de lectures ardentes qui font voir l'insurrection pleine de poésie et de grandeur et qui promettent aux cadavres républicains une oraison funèbre scandée à coups de canon. Est-ce que je sais au juste pourquoi je voudrais la bataille et ce que donnera la victoire ? Pas trop. Mais je sens bien que ma place est du côté où l'on criera « Vive la République démocratique et sociale ». De ce côté-là seront tous les fils que leur père a suppliciés injustement, tous les élèves que le maître a fait saigner sous les coups de l'humiliation, tous les professeurs que le proviseur a insultés, tous ceux que les injustices ont affamés. Nous, de ce côté. De l'autre, ceux qui vivent du passé, de la tradition, de la routine, les Lénianas, les Turfins, les patentés, les fainéants gras. J'ai assez de cruauté. J'ai assez des cruautés que j'ai vues, des bêtises auxquelles j'ai assisté, des tristesses qui ont passé près de moi, pour savoir que le monde est mal fait. Et je le lui dirai au premier jour, à coups de fusil. Pas d'enthousiasme de commande, non. Mais la fièvre, du bien et l'amour du combat. L'hôtel Mouton a remplacé l'hôtel Lisbonne. L'hôtel Lisbonne est mort. C'est un marchand de vin restaurateur qui a succédé au marchand de vin Mastroquet et qui a pris pour lui toute la maison. Et c'est là-dessus que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Et voilà, je vous souhaite une très bonne nuit ou une très bonne journée et à bientôt.